Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. Tout de suite, nous allons enchaîner avec le premier élément. Je vais vous présenter un jeune du nom de Abdoulaye Faye. Il a créé un système de paiement automatique. Vous n'aurez plus besoin bientôt de payer dans un restaurant, dans les campus ou même dans les transports. Nous allons partir à sa découverte. J'ai créé une entreprise dénommée Innov Digital qui travaille sur tout ce qui est développement logiciel, du web marketing, de l'infographie, de la conception et l'impression tout support. Aujourd'hui, on travaille sur le projet Nopalais. Nopalais, c'est un système de paiement automatique sur les campus universitaires du Sénégal et de la sous-région. L'ambition est de dématérialiser tous les moyens de paiement au niveau de ces campus. L'objectif pour nous, c'était de faciliter le vécu des étudiants, le parcours à l'achat qu'au paiement automatique. Parce qu'on a constaté à chaque fois les étudiants pour faire face à la restauration, donc les étudiants devaient faire les queues de façon très prolongée. Donc, et ces queues étaient sans sécurité. Parce qu'à chaque fois, on notice des bagarres entre les étudiants, qu'à l'achat qu'au paiement. Donc nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on met à leur disposition des cartes NFC. Donc les cartes NFC, ce sont des cartes qui sont des moyens de paiement sans contact, qui leur permettent d'acquérir la carte et de les linker avec une application mobile. Donc ces cartes sont rechargeables via les moyens de transfert d'argent locaux, que ce soit Orange Money, que ce soit Wari, etc. Donc qui permet aux étudiants de pouvoir payer la restauration de manière automatique. Donc là, on évite à l'étudiant de passer sa carte à 10 cm des lecteurs mobiles qu'on met en place. Ce projet ambitionne aussi de dématérialiser les moyens de paiement dans le transport commun, dans les transports publics ici au Sénégal, que ce soit dans le transport de la sous-région, dans les régions, etc. Donc de pouvoir aussi dématérialiser les moyens de paiement dans des entreprises au niveau des restos, le tout dans le but de dématérialiser tous les moyens de paiement, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans le transport public, etc. Donc le projet a été primé plusieurs fois ici au Sénégal, à savoir Jambar Tech Lab, un programme qui sélectionne chaque année les 20 meilleurs produits digitaux de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a aussi représenté le Sénégal au niveau du Maroc, donc juillet passé par le concours Hub Africa. Donc tout ça a été conçu et pensé, conçu, développé à la Sonatel Academy qui a mis à notre disposition des locaux à travers le programme, à travers le RSE. Donc parce qu'ici à la Sonatel Academy, c'est une continuité. Donc de la formation à l'accompagnement et au financement. Donc aujourd'hui, nous bénéficions de cet accompagnement avec des coachs qui nous montrent des journées d'idéation, des journées de prototypage, des journées pour se lancer, etc. Donc nous remercions la Sonatel Academy pour la mise en disposition de ce programme et Orange en général. Dans le dossier TechZoom de ce numéro, nous allons vous parler de la gestion et le stockage des disques durs externes. Savez-vous gérer vos disques durs externes? Mais avant ça, savez-vous bien choisir votre marque? Savez-vous comment l'utiliser et comment surtout en prendre soin? Le disque dur externe est un disque dur conventionnel embarqué dans un boîtier solide facilement transportable qui se connecte à un ordinateur en USB. Le but est de pouvoir transporter un très grand nombre de données ou faire une sauvegarde complète de son ordinateur pour protéger ces données. Quelle est la taille la plus utilisée? La taille du disque la plus vendue sur le marché, c'est le 500 Go. En disque dur, j'achète 500 Go. Oui, parce que je n'ai pas beaucoup de données. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'utilise les disques durs de 500 Go. Ouais, ça dépend parce que si les disques durs 500 Go, moi, pour les jeunes. Et quand vous prenez par exemple deux disques, un de 500 et un de 2 Tera par exemple, nous avons la même taille du disque. Alors, ici, on a une capacité de 500 et là, on a une capacité de 2 Tera par exemple. 1 Tera de dox, 2 Tera de dox, mais 500 Go, moi, je vais que 1 Tera avec 2 Tera. Là où on a la capacité de 2 Tera, ça veut dire qu'on fait plus de compression là-bas. Alors, ce qui dit compression dit dégagement de chaleur. Donc du coup, si vous remarquez bien, ou bien si vous faites attention, les disques de 2 Tera ou bien 1 Tera et plus, ça se gâte vite. 500 Go, c'est parce que c'est la plus petite capacité qu'on trouve actuellement sur le marché, ce qui veut dire que c'est la moins chère aussi. Ñi koy utiliser yaakaar moom moo leen gën a arrangé que ni ñi jël yu mag yi quoi. Mais si vous avez remarqué, les disques de 500 Go, vous pouvez les conserver par exemple 5 ans, 6 ans ou plus même. Quelle est la marque la plus vendue sur le marché? Disque dur yi nga xam ne que moom la
gars yi gën a maîtriser disque dur bëgg mooy Western Digital. J'aime bien Toshiba, c'est un marque qui me plaît beaucoup. Le plus vendu sur le marché, c'est Toshiba et Seagate. Toshiba moom moo ëpp lu ñu ciy utiliser actuellement nii wala WD mooy Western Digital bi. Parce que Western Digital dafa am ay yeneen secret yu si nekk yoo xam ne Toshiba amu ko yeneen disque dur yi amu ko. Mais Toshiba, vraiment, c'est la marque la plus vendue côté disque dur. En même temps disque dur externe Western Digital yi en général 3.0 lay nekk. La plupart disques yi daanu moom mooy seen problème. Perte de données qui peuvent être causées soit par des virus, soit par une chute, effectivement. Il y a des problèmes de qualité. Vous savez, comme actuellement, il y a des Chinois qui se sont implantés sur le marché même. Une fois, j'ai acheté un disque dur, mais c'était pas le bon. J'avais des problèmes avec. Mais d'autres pertes ay données affaires yooyu noonu gaaw am problème boobu. Problème yi nag man awma problème ak samay clients quoi parce que disque dur yi may jaay yëpp ay disque dur original lay nekk. Parce qu'on achète en fonction de ses besoins. Par exemple, si vous n'utilisez que des fichiers Excel, vous n'avez pas besoin d'acheter un disque de 1 Tera ou de 2 Tera. De nos jours, un disque dur externe est capable de stocker plusieurs téraoctets de données. Un téraoctet ou TO est l'équivalent de 1024 gigaoctets. Un film complet tient amplement sur 1 gigaoctet ou plus de 200 photos de bonne qualité. Dans la Minute Orange, nous allons vous présenter M. Daouda Diouf qui est le directeur de Sonatel Academy. Je suis Daouda Diouf, directeur de l'Académie numérique de Sonatel Orange. Qu'est-ce que Orange Digital Center? C'est un tiers-lieu d'innovation qui regroupe de la formation jusqu'au financement en passant par l'accompagnement et le prototypage. 4 briques composent Orange Digital Center. C'est Sonatel Academy qui est l'école de codage gratuite. À ce jour, on a formé 333 apprenants avec un taux d'insertion de 85%, donc de sorties positives. Ensuite, nous avons 2 programmes d'accompagnement des startups, un programme de pré-accélération et un programme d'accélération. C'est Orange Fab et Startup Lab. À ce jour, nous avons accompagné 29 startups dans ce programme d'accompagnement. Enfin, on a un Fab Lab solidaire dans lequel nous sommes pour permettre à des apprenants de Sonatel Academy, l'école de codage, ou bien des startups de venir prototyper leurs produits. C'est la partie hardware. Et enfin, le financement qui est Orange Digital Venture, un fonds d'investissement qui a vocation à financer dans les startups. Donc vous voyez là une chaîne très cohérente sur toute l'innovation, depuis la formation qu'on peut acquérir ici, avoir une idée de projet, prototyper et être accompagné et même financé. En plus des différentes briques annoncées tantôt, nous avons un espace dédié aux enfants. Dans cet espace, nous avons l'ambition d'initier au codage informatique 2000 enfants par an. Je vous invite à venir découvrir ce tiers-lieu d'innovation, unique en son genre, le deuxième en Afrique après la Tunisie. Allons découvrir l'entrevue que Basile a eue avec son invité du jour. Yann, bonjour. Bonjour, Basile. Alors, Sénégal numérique 2025, la stratégie a été adoptée, c'est estimé à plus de 1300 milliards. Est-ce suffisant pour développer le secteur des TIC au Sénégal? Assurément non, c'est jamais suffisant, 1300 milliards, mais c'est ce que finalement l'exercice a donné comme résultat, puisque comme vous le savez, le plan a été structuré en programme, en action. Chaque action a été détaillée, chaque action a fait l'objet d'une évaluation financière, et c'est au bout de cette évaluation que nous avons trouvé ce chiffre. Il faut dire que un tiers du montant est réservé au budget de l'État, donc à l'intervention publique, et puis les 2 autres tiers réservés au secteur privé. Mais d'emblée, j'ai dit que c'est jamais suffisant parce que quand on regarde l'ambition, nous avons été obligés de faire un certain nombre de choix et qui sont des choix prioritaires. Mais si on voit l'ambition générale, c'est peut-être 2 ou 3 fois ce montant-là qu'il faudrait pour sortir de l'ornière. Un montant à peu près 1300 milliards, on dirait 4 ou 5, 6 milliards? Oui, allez, disons 4 milliards, 4000 milliards. Et pourquoi maintenant l'État du Sénégal n'a pas pris pas la responsabilité, mais n'a pas fait les efforts pour pouvoir donner ce prix-là, afin de développer le secteur? Mais parce qu'il faut partir de quelque chose. On part de peu, et il faut définir des priorités, puisqu'on peut avoir
énormément d'ambition. Mais il faut du temps pour mettre en place les choses, et on le verra tout à l'heure. Et il y a le temps de la réflexion, mais il y a surtout le temps de la mise en œuvre. Et quand on entre dans la mise en œuvre, le facteur temps est un élément extrêmement important. Et on ne peut pas aller trop vite, puisqu'il y a des contraintes qui sont intrinsèques au projet et au programme. Et donc le temps n'est pas compressible. Pas compressible. Mais actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On passe au temps du déploiement. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait à l'heure actuelle? Voilà. Disons que le plan a été adopté il y a à peu près 7-8 mois. Hein, c'est à la fin, c'est au début de l'année. Hein. Au début de l'année, le plan a été adopté et publié. Et depuis lors, il s'agissait maintenant de passer à l'acte. De mon point de vue, la situation aujourd'hui est, comment dirais-je, n'est pas totalement satisfaisante, pour dire vrai. Puisque normalement, on s'attendait à ce que, dès que le plan est produit, que l'instance essentielle que tous les acteurs avaient demandé soit mise en place. C'est le Conseil national du numérique. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à Qui n'a pas encore été fait. Malgré nous espérons que le chef de l'État avait quand même, lors d'un conseil des ministres, évoqué ce fait. Absolument, plusieurs fois. Il y a peut-être des raisons que j'ignore, mais ce qui est clair, c'est que cet instrument est demandé par l'ensemble des acteurs, et c'est cet instrument qui permettra effectivement de donner la possibilité à ces acteurs-là qui ont contribué à mettre en place le plan, d'assurer finalement presque son pilotage, en tout cas au moins le suivi de sa mise en œuvre. Actuellement à Diamniadio, c'est l'espace quand même réservé pour la grande partie de ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a été fait là-bas concernant les data centers, ou qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien, alors, hormis le premier point que j'ai souligné d'emblée, parce que pour moi c'est un point essentiel, la mise en place du Conseil national du numérique que nous attendons encore, il faut quand même dire que le ministère a lancé un certain nombre de projets déjà. Hein? Un projet très très important, c'est la refonte du cadre juridique qui a été menée au cours de ces derniers mois avec une démarche participative, comme l'a été finalement la mise en place de la stratégie elle-même. Cette démarche est en cours, les travaux sont en phase de finition, et nous espérons que dans les mois à venir, avec la nouvelle assemblée qui est en place, le processus va s'accélérer et que les nouveaux textes vont être adoptés. Eh bien, adopter les textes, c'est une première phase. Il y a un certain nombre d'autres choses qui ont commencé. Je peux en signaler deux. D'abord, l'appel d'offres a été lancé pour mettre en place l'Observatoire du numérique. Et ensuite, avec la mise en place du parc des technologies numériques, financé à 40 milliards par la Banque africaine de développement, on a vu la mise en place d'une structure au Sénégal qui s'occupe donc du pilotage de ce projet, avec l'appui de la Banque africaine. Et aujourd'hui, on sait parfaitement que des travaux, disons, des premiers travaux sont en cours, notamment pour le design du data center. Il va y avoir un data center national qui va être mis en place dans cet espace. Il va y avoir un incubateur qui va donner la possibilité d'abord au CETIC qui est là de trouver un espace beaucoup plus grand que ce qu'il a aujourd'hui, mais aussi un incubateur qui va donner la possibilité à d'autres initiatives qui existent ça et là au Sénégal de pouvoir trouver un endroit où ils pourront développer leur activité. Alors 2025, c'est dans quelques années. Est-ce que tout ce processus-là ne va pas retarder en fait l'impact quand même de ce projet, et qu'est-ce que cela va faire en matière d'impact au secteur, surtout aux jeunes entrepreneurs, les gens qui sont dans le milieu et qui n'arrivent pas à réussir dans ce sens-là? Quand on regarde le plan avait prévu tout cela. Le plan a été structuré en plusieurs projets, dont certains sont des projets à court terme, d'autres à un peu plus long terme. Et là-dedans, comme vous le savez, il y a notamment des projets d'infrastructure. Le parc des technologies numériques est un projet d'infrastructure. Il faut mettre en place l'ensemble des équipements, mettre la voirie, designer tout cela. Ça prend forcément un certain temps. Mais à côté, nous avons un certain nombre de projets qui sont à
on va dire, à impact immédiat. Quasiment tous les projets de contenu. Je vais en citer 2, 3. Vous avez par exemple un projet qui consiste à booster le e-commerce. Pour booster le e-commerce au Sénégal, il s'agit aujourd'hui de prendre un certain nombre de mesures très très rapides. La première mesure, c'est de faire en sorte que les instruments de paiement qui devaient être mis en place sur le net, que ces instruments de paiement soient en place. Les solutions existent. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité, mais il y a un certain nombre d'entreprises, de start-up ou d'entreprises constituées au Sénégal qui aujourd'hui ont les solutions. Maintenant, ces solutions-là, il faut les déployer, mais pour le faire, il faut une sorte de partenariat stratégique entre l'État du Sénégal et l'ensemble du secteur privé. Parce que pour initier les choses, nous avons la conviction, et c'est bien inscrit dans le plan Sénégal numérique, que l'État doit déjà lancer un certain nombre de grands projets. Tous les projets de dématérialisation ne doivent pas être réalisés par l'État en tant que tel. Ce sont les acteurs du privé qui doivent les réaliser. Et ces projets sont immédiatement monétisables. Voilà toute une série de projets pour lesquels on a juste besoin, disons, d'un fonds d'amorçage, d'un certain nombre de décisions que le gouvernement prend. Et derrière, c'est le système lui-même qui s'auto-alimente parce que le service est payé par les usagers. Alors, à vous entendre parler, donc vous êtes optimiste. D'ici quelques années, on sera vraiment au Sénégal numérique 2025. Un optimisme ne doit pas être béat. Hein. Moi, je serai d'autant plus optimiste que je verrai les acteurs étatiques d'une part, parce qu'ils ont le beau rôle, le grand rôle, mais les acteurs du privé aussi. Le jour où je les verrai déployer des projets que tous les Sénégalais vont voir avec moi, nous serons ensemble et tout le monde optimiste. Tidiane, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement. Dans ce numéro, le professeur Harris va nous apprendre comment créer une liste de diffusion dans Gmail. Effectivement, quand vous êtes habitué à envoyer des mails par Gmail et qu'il vous arrive souvent de faire des mails groupés, il y a un moyen de parvenir à créer une liste de diffusion afin d'avoir toute la liste des personnes concernées. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui avec le professeur Harris. Merci Mary. Pour le titre de ce numéro, nous allons vous montrer comment créer une liste de diffusion sur Gmail. Envoyez facilement un message groupé en créant une liste de diffusion dans la messagerie de Google. Si vous arrive fréquemment d'envoyer un email au même groupe de personnes sur Gmail et que vous n'avez pas trouvé d'autre solution que de saisir manuellement ou de copier-coller les mêmes adresses de tous les destinataires, sachez qu'il existe un moyen plus simple pour éviter cette pénible gymnastique. Vous ne trouverez pas cette fonctionnalité au sein de la messagerie électronique. Pour créer une liste de diffusion, il vous faudra passez directement dans Contact, le carnet d'adresse de Google. Rendez-vous dans Contact depuis votre boîte Gmail. Cliquez sur le bouton permettant d'afficher les applications Google et ouvrez Contact. C'est depuis le carnet d'adresse de Google que vous pouvez créer une liste de diffusion pour vos emails. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Créer un libellé. Renseignez le nom de votre liste de diffusion et validez en cliquant sur Enregistrer. Votre nouveau libellé devrait apparaître dans la colonne latérale de Contact. Ce libellé doit désormais être ajouté au contact devant figurer dans votre liste de diffusion. Pour cela, cliquez sur Contact dans la colonne de gauche et sélectionnez chacun des contacts devant intégrer votre liste de diffusion en survolant la vignette puis en cochant la case associée. Cliquez ensuite sur l'icône libellé en haut de la page, sélectionnez le libellé à associer à ce groupe de contacts et validez en cliquant sur Application. Pour vérifier que tous les contacts ont bien été ajoutés à votre liste de diffusion, cliquez sur votre libellé dans la colonne de gauche. La liste de tous les contacts ajoutés au libellé devrait s'afficher. Retournez sur Gmail et cliquez sur Nouveau message pour initier la rédaction d'un nouvel email. Dans le champ A, tapez les premières lettres du libellé correspondant à votre liste de diffusion. Google devrait suggérer automatiquement les libellés correspondants sur lesquels il suffit de cliquer pour que l'ensemble des contacts qui y sont rattachés soient ajoutés dans la liste des destinataires. Et voilà. J'espère que ce tips vous aidera à bien maîtriser la création d'une liste de diffusion. On se donne rendez-vous prochainement dans de nouveaux tips. Merci. Un casque à vélo connecté, c'est ça qu'on vous amène aujourd'hui dans la partie Tech World. Toujours dans les objets connectés, nous allons vous présenter ce casque qui en défie plus d'un.
Le casque Smart Ride Kratoni intègre l'utilisation de son smartphone à vélo sans risque lors de la conduite. À connecter en Bluetooth, ce casque de vélo intelligent s'utilise avec la télécommande sur guidon fourni ainsi que l'application Kratoni à télécharger gratuitement. Il propose plusieurs fonctions. Assurant une haute visibilité, ce casque connecté possède aussi la fonction éclairage. Sur l'arrière, il dispose d'un feu rouge intégré et d'une paire de clignotants. Plusieurs modes sont disponibles, il suffit de choisir avec la télécommande. De plus, les sangles sur le côté sont réfléchissantes. Le casque vélo Smart Ride protège efficacement le cycliste. Il s'ajuste à sa tête précisément à l'aide d'une molette de réglage arrière et de 2 lanières réglables présentes de chaque côté du casque. Très confortable, le casque vélo Kratoni est doté d'une grande visière. Utilisable avec des lunettes et amovible, elle préserve les yeux du cycliste contre le soleil, la pluie et le vent. Le casque est également équipé sur le dessus de 9 aérations permettant la ventilation de la tête. Les lanières latérales se ferment facilement grâce à une boucle Step Lock. Au niveau du menton se trouve aussi une mousse pour plus de confort. Toujours dans la vague des objets connectés, nous allons vous présenter cette fois-ci une bague. Une bague qui est un système d'identification sans contact autonome et il marche comme avec les systèmes de paiement. Cette bague est un système d'identification sans contact autonome miniaturisé. Elle embarque la technologie Wave Control qui consiste à activer les fonctionnalités de la bague d'une simple pression du pouce. Une application smartphone disponible sur iOS et Android disponible au printemps 2019 permettra d'activer et désactiver les différentes fonctionnalités de la bague à distance comme le paiement sécurisé. Il suffit de presser légèrement iCliss avec votre pouce pour activer le paiement quand vous le souhaitez et où vous voulez partout dans le monde. iCliss Bastark se distingue de la forme des bagues traditionnelles par sa forme plus ovale que ronde. Une forme plus ergonomique afin que le bijou épouse parfaitement le doigt et donne à son utilisateur une expérience optimale. Il existe plusieurs tailles en fonction de votre tour de doigt. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que vous avez tout autant apprécié la présentation ainsi que les éléments. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. D'ici là, portez-vous bien.